Bonjour, bienvenue au cours de conception de gabarit de montage. Cette semaine, au chapitre 4, nous allons parler des calculs des tolérances dans les gabarits de soudage et d'usinage. Donc, on va parler des deux types de gabarits qu'on va avoir pendant nos projets pour la session. Dans ce module, nous allons parler des ajustements de deux pièces contenant contenu. Il va y avoir deux situations différentes dans les projets où on va avoir des assemblages contenant contenu. Soit que c'est la pièce qu'on va fabriquer ou qu'on va souder, qui va être positionnée par rapport à une goupille ou par rapport à un alésage. Et il y a des fois que ça va être des composantes du gabarit qui vont être positionnées les uns par rapport aux autres. Donc, à ce moment-là, les calculs sont un peu différents. Ensuite de ça, on va parler des chaînes de cotes, des surfaces de référence et des choix de tolérance géométrique. Alors, première partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les ajustements contenant-contenu. Donc, lorsqu'on va avoir des butées internes. Qu'est-ce que c'est une butée interne? C'est souvent, ça va être une goupille qu'on va venir insérer dans la pièce qui va être soudée, qui va être positionnée. Et puis, c'est sûr qu'on va devoir avoir un certain jeu à l'intérieur de cet assemblage-là. Donc, si on prend comme exemple pour notre projet, on avait la plupart, vous aviez une goupille qui était insérée dans la pièce. Donc, comment je vais faire pour calculer le diamètre de la goupille précisément avec les tolérances pour être sûr que ça fonctionne dans 100% des cas? Donc, c'est sûr que la première chose que ça nous prend, c'est le diamètre tolérancé de la pièce à souder. Donc, la démarche à suivre, on va faire comme c'est identifié dans les notes de cours de conception de gabarit. On va utiliser la méthode que vous avez dans vos notes de cours à la page 15 et je vais vous détailler un peu la façon de faire qui est très simple. En fait, c'est qu'on va regarder c'est quoi la tolérance de notre pièce, c'est quoi notre diamètre et notre tolérance. Et on va se servir de ce diamètre-là pour calculer le diamètre et les tolérances pour la goupille qui va avec. Donc ici, j'ai un diamètre qui est à 510. Donc j'ai un IT de 10 millièmes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir du diamètre le plus petit de mon perçage et je vais faire ma goupille encore plus petite que ça. Je vais y enlever 5 millièmes de pouce. Et ma tolérance pour ma goupille, ça va être une tolérance qui va être à 20% de la tolérance de la pièce. Donc ici, si j'ai une tolérance à 10 pour le IT de ma pièce, ben, je vais avoir une tolérance pour ma goupille qui va être à 2 millièmes. Donc, il va être 20% de ma valeur de tolérance de ma pièce. OK, donc je vous redonne ça, mais avec un peu plus d'images pour que vous compreniez. Donc, comme je vous disais, la tolérance de ma pièce est à 500-510. Donc, première étape, le diamètre de ma goupille va être égal au diamètre du trou minimum moins 5 millièmes de pouce. En métrique, vous allez utiliser 13 microns. Donc, dans mon exemple, 500 moins 5 millièmes, ça me donnait 0,4995, donc 499,5 pouces. Et c'est pour ça qu'on avait cette image-là aussi dans nos notes de cours. Maintenant, la deuxième partie, c'est de calculer les tolérances de la goupille. Comme je vous disais, la tolérance va être égale à 20% du IT de la pièce, mais en moins. Ça, c'est important, là. Donc, il n'y aura rien d'ajouté en termes de dimension sur la goupille. On va toujours aller en plus petit pour être sûr que ça fonctionne toujours bien dans notre pièce. Donc, la tolérance va être égale à plus 0 moins 20% du IT de la pièce. Dans mon exemple, ça me donne, parce que j'ai un IT de 10 millièmes, ça me donne une tolérance de 0,20 fois 10 millièmes, ce qui est égal à 2 millièmes. Donc, le résultat du calcul va me donner une mesure de 0,499,5 plus 0 moins 2 millièmes. Okay? Donc, ça, ce serait la dimension pour fabriquer ma goupille. C'est sûr que ça va donner des dimensions qui ne sont pas standards. Donc, vous ne trouverez pas dans McMaster ou dans Carlane des pièces souvent qui sont à ces diamètres-là. Donc, vous avez deux solutions à ce moment-là. C'est soit d'usiner la pièce au complet ou encore d'acheter une goupille déjà
préparé, si on peut dire, mais vous aurez juste à faire un enlèvement de matière, donc tourner la pièce, usiner la pièce pour venir l'ajuster. Donc souvent, c'est une bonne solution aussi. Maintenant, si on regarde au niveau des jeux, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, je vais avoir un jeu minimum qui va être à 5/10 millième et un jeu maximum, dans mon exemple, qui est à 12 millièmes et 5. Donc, ce type de jeu-là, ça correspond environ à un LC10. Donc, un LC10, c'est quand même très large au niveau du jeu, mais ici, ce qui est différent, c'est la position du jeu qu'on va avoir. Donc, ça va nous donner un jeu qui est beaucoup plus serré sur la goupille, mais qui va donner quand même une certaine facilité sur l'usinage. Donc, j'aurai quand même un bon positionnement, mais un usinage qui va être assez facile. Maintenant, deuxième situation qu'on va retrouver dans nos gabarits, c'est qu'on va vouloir faire l'inverse de l'autre exemple que je vous ai donné. C'est-à-dire qu'imaginez, j'ai une pièce à positionner ou à souder, qui est un cylindre ou une goupille comme ça. Et dans mon gabarit, je vais avoir un alésage, comme on voit ici, et je vais devoir insérer ma pièce dans cet alésage-là. Donc, comment faire pour définir l'alésage en fonction des dimensions de la goupille que je vais avoir? Eh bien, c'est le même principe, sauf qu'on va fonctionner un peu à l'envers au niveau des tolérances. Donc, premièrement, il faut savoir que l'alésage, il doit être 5/10 millièmes ou 13 microns en millimètres, plus grand que le maximum de la pièce. Donc, c'est quoi le maximum de ma pièce? C'est quand la goupille est à son plus gros et ça va être à 15 plus 10 millièmes. Donc, on le voit dans l'exemple ici. Pour une pièce cylindrique de 15 plus ou moins 10 millimètres, l'alésage du gabarit doit avoir 15 et 10. Et en plus, la règle me dit que je dois additionner 5/10 millièmes de plus. Donc, ici, 5/10 millièmes en métrique, c'est 13 microns. Donc ça va me donner un diamètre nominal pour mon alésage qui va être à 15 et 23. Ensuite, pour la tolérance, c'est le même principe. Donc, je vais calculer 20% de mon intervalle de tolérance. Ça va me donner 4 millièmes de millimètre. Ce qui veut dire que mon alésage va devoir mesurer 15 et 23 plus 4 millièmes moins 0. Donc, on voit qu'ici, on a inversé comparativement à l'autre exemple parce que on travaille avec un alésage et non pas une goupille. Donc, ça, c'est les deux cas différents que vous allez voir. Donc, j'ai fait un exemple en pouces, un exemple en métrique pour vous montrer. Donc, en comparaison avec les ajustements standards, comme je l'avais expliqué, cette méthode se rapproche d'un ajustement LC10. Donc, si on regarde les jeux qu'on a sur un LC10 comparé à la méthode qu'on vient de voir, donc le jeu minimum était à 5/10 millièmes plutôt que 6 millièmes pour un LC10. Et le jeu maximum était à 12 millièmes et 5 plutôt que 20 millièmes pour le LC10. Mais en proportion, c'est comparable en termes de précision pour la fabrication. Ce qui va augmenter au niveau de la précision, c'est que le jeu minimum va être beaucoup plus petit. Donc, ça vous permet d'avoir un ajustement et un positionnement plus précis, mais qui va être quand même facile à fabriquer. Dans votre projet, vous allez devoir fournir les démarches et les calculs pour les ajouter, c'est ça, dans le rapport du projet numéro 1 pour la remise numéro 3. Maintenant, deuxième partie, c'est les ajustements des goupilles, des alésages, du gabarit par rapport à d'autres pièces du gabarit. Donc là, je vous donne comme exemple, dans notre montage, on a une portion ici où on a une grosse goupille qui vient s'insérer dans une portion de notre montage. Donc, comment je vais faire pour définir la précision des pièces à ce moment-là? Eh bien, on va utiliser la fameuse page Excel que vous connaissez de l'année passée. OK? Donc, on l'avait vu en tolérance dimensionnelle et géométrique. Donc là, on va repasser les différentes étapes de cette feuille-là ensemble pour être sûr que c'est bien compris et de voir aussi là, bon, les portions qu'il faut faire attention puis les trucs spécifiques pour notre projet.
Donc, premièrement, on va choisir le bon tableau Excel. Donc, on se souvient que dans cette feuille-là, j'avais comme trois tables différentes. Donc, soit que je vais avoir deux pièces usinées, soit que je vais avoir l'arbre qui est usiné ou l'alésage qui est usiné. Donc, ici, il faut faire attention. Si j'ai déjà usiné une goupille, pour que ça fonctionne avec ma pièce qui est la pièce soudée, la pièce que je veux positionner, à ce moment-là, ça devient comme une pièce achetée. OK? Donc, il faut respecter ce diamètre-là. Donc, dans l'exemple que je vous fais ici, j'ai ma goupille que j'ai achetée chez McMaster et j'ai ma composante qui vient, que je vais usiner en place après le soudage. Donc ça va être important au début de votre feuille Excel, de votre tableau Excel, de mettre les captures d'écran des pièces et mettez en jaune, comme j'ai fait ici, les portions qui sont étudiées dans le calcul. Par la suite, on va choisir un type d'ajustement. Là, vous en avez plusieurs dans le tableau qui est présenté dans les notes de cours de tolérance dimensionnelle à la page 9. Donc, je vous donne des exemples de choix de tolérance qu'on pourrait faire parce que là, on parle de positionnement de pièces, donc c'est des ajustements quand même assez précis. Euh, Lorsque vous voulez positionner une goupille, souvent ça va être du LC3 quand on veut du jeu, du LT2 si on veut un léger serrage. Donc souvent les goupilles vont fonctionner avec du serrage sur un côté et du jeu sur l'autre. Quand on va assembler les pièces ensemble, ça va être facile. La goupille va rester fixe d'un côté et amovible de l'autre côté. Lorsque c'est des pièces qui doivent bouger, ça va dépendre là, de la précision que vous avez de besoin, mais ça va être dans la catégorie des RC, soit je dirais que ça va varier là, de RC3 à RC8 habituellement en termes de mouvement. Ce qui est le fun dans ce tableau-là, c'est que vous avez des descriptions de texte qui vont vous aider à faire votre choix et n'hésitez pas à fouiller dans le document des notes de cours de l'année passée parce qu'il y a aussi beaucoup d'exemples qui sont donnés, là, à savoir comment je vais utiliser tel ou tel type de tolérance en fonction du mécanisme qu'on a à tolérancer. Donc, bien sûr, ça devrait être détaillé dans la feuille Excel, dans le tableau Excel. Ensuite, vous allez devoir aller sur AMESWeb, donc, qui est notre site Internet qui permet de calculer facilement les tolérances. On a aussi le logiciel MidCalc. Si jamais vous n'avez pas accès à Internet pour aller sur AMESWeb, vous pouvez toujours utiliser le MidCalc. Au Cégep, c'est installé dans les laboratoires. Il y a aussi des applications que vous pouvez installer sur votre téléphone. Je sais que AMESWeb a une application aussi qu'on peut télécharger. Je vous ai mis ici l'adresse Internet. Donc, juste à copier cette adresse-là si vous voulez pour aller sur la page des calculs. Donc, ce qu'on a de besoin là-dedans, on va rentrer dans le fond le diamètre nominal, le type de tolérance qu'on va avoir, le type d'ajustement, et le logiciel va nous calculer les valeurs ES et EI pour l'arbre et pour l'alésage. Donc, faites attention, ces chiffres-là vous sont donnés en millièmes de pouce, donc il faut faire une conversion. Par exemple, moi, si j'ai le chiffre 7 qui est écrit ici, mais dans le tableau Excel, il faut que vous écriviez 0.007. OK? Comme l'agent secret. Maintenant, vous allez avoir souvent des pièces qui sont achetées. Donc, si j'ai une goupille qui vient de McMaster dans mon exemple, donc ça va être important de faire la recherche de la tolérance qui est identifiée ici. Donc, cette tolérance-là que j'ai de besoin, moi, je veux la capture d'écran dans la page Excel, dans le tableau Excel. Je veux une capture d'écran, pas nécessairement de toute la pièce, mais au moins de la portion qui est importante, OK, qui va me démontrer la tolérance que vous avez de besoin. Ensuite, vous allez copier ces informations-là dans votre tableau Excel et le logiciel va faire les calculs que vous avez de besoin. Maintenant, il faut faire une certaine analyse au niveau des résultats. Au niveau des résultats, pardon, essayez de ne pas aller trop vite et regardez le résultat qu'il va vous donner. Donc, c'est important ici qu'on ait des valeurs qui sont vraies pour la vérification du IT. Donc, la vérification du IT, en fait, on vérifie si la pièce achetée est suffisamment précise pour l'ajustement que je veux avoir.
OK? Si j'achète une pièce qui est pas assez précise, ça ne fonctionnera pas. Donc ici, moi, ce que je veux faire, c'est que si ça tombe faux, à ce moment-là, on va devoir faire des modifications. Soit qu'on va changer la pièce, on va acheter une pièce plus précise, ou encore on va changer l'ajustement pour nous permettre d'avoir un ajustement qui va fonctionner avec la pièce que j'ai. Ensuite, vous allez retranscrire les résultats qu'on a du tableau. Vous allez les retranscrire sur vos dessins de détail. OK? Et puis, vous allez faire une copie des captures d'écran de ce dessin-là. Vous allez me copier ça dans la feuille Excel. OK? Donc, en bas complet de la feuille, je vais avoir le dessin sur lequel je vais retrouver, dans le fond, les tolérances qui ont été calculées. Donc, ici, j'avais une valeur H9, mais ça peut être des chiffres seulement. Ce n'est pas nécessairement une valeur avec une lettre puis un chiffre comme on a ici. Vous pouvez avoir soit un dessin. Si vous avez une pièce achetée, vous allez avoir seulement qu'un dessin à copier. Et si vous avez les deux pièces qui sont usinées, à ce moment-là, vous allez avoir deux dessins à produire, deux captures d'écran à mettre pour chacune des pièces qui est usinée. C'est bien évident, les tableaux Excel devront être ajoutés dans votre rapport pour que je puisse les corriger. Maintenant, l'étape suivante, c'est les chaînes de cotes. Donc, au niveau des chaînes de cotes, on n'en a pas toujours à calculer dans nos montages. Ça va être plus pour le deuxième projet où on va avoir un assemblage avec plusieurs pièces qui vont être assemblées comme une sandwich. Donc, à ce moment-là, je vais devoir calculer des tolérances de chaînes de cotes. Le processus, vous le connaissez, on s'en souvient de l'année passée en tolérance dimensionnelle géométrique. On va commencer par tracer les chaînes de vecteurs de façon graphique. On va écrire nos équations du jeu minimum et jeu maximum, et l'équation nominale aussi si on a besoin. Et on va trouver les valeurs des cotes en fonction des procédés d'usinage. Il va y avoir des pièces qui sont achetées. Je vais devoir faire des recherches, soit dans le Machine Handbook, soit dans McMaster, etc. Et il y a certaines pièces que je vais définir la précision de la pièce juste en fonction des procédés d'usinage. On va isoler et calculer la valeur de la cote restante. Donc, habituellement, il y a une valeur qu'on va chercher. Soit que ça va être le jeu qu'on va essayer de trouver, ou ça va être la valeur d'une des pièces si on connaît le jeu. Donc, pour le deuxième projet, ça va être important d'inclure votre démarche de chaîne de cote dans le rapport. Et n'hésitez pas à mettre beaucoup de captures d'écran pour que je comprenne ce que vous avez fait au niveau du dessin et aussi les résultats de la chaîne de cote. Là, je ne l'ai pas inscrit ici, mais normalement, les résultats sur vos dessins de détail, je devrais avoir les captures d'écran de chaque dessin de détail où je vais retrouver les dimensions calculées. Ensuite, on va identifier les surfaces de référence pour les pièces fabriquées. Donc, c'est quoi les surfaces de référence? Pour chacune des pièces qui est fabriquée, que ce soit les bâtis mécano-soudés, les structures soudées ou les pièces qui sont usinées, comme ici j'ai un plateau. Le plateau usiné que j'ai ici, j'ai besoin pour l'usiner de savoir certaines surfaces de référence. OK, donc, dans le fond, c'est quoi les surfaces de référence? C'est les surfaces d'appui importantes qui vont servir à positionner ma pièce euh, pour son montage quand on va l'usiner. OK? Ça va correspondre aussi aux surfaces de contact de la pièce quand la pièce va être assemblée. Donc, ça va être important aussi parce que au niveau de la conception, on s'assure toujours d'avoir des bonnes surfaces de contact, les bonnes surfaces d'appui pour positionner d'autres surfaces qui sont usinées. Donc, de façon séquentielle, comme d'habitude, on va les appeler A, B, C, D, etc. Vous n'avez pas à recommencer, vous n'avez pas à faire une séquence d'un dessin à l'autre. C'est-à-dire qu'on va toujours recommencer à A, B, C, D sur chacun des dessins. Et puis, c'est pas compliqué. Mais si vous avez deux pièces sur la même feuille, donc il faut faire attention. Si je détaille deux pièces sur la même feuille, à ce moment-là, je dois continuer de façon séquentielle sur la deuxième pièce pour pas qu'il y ait de confusion entre les deux pièces. Mais d'une feuille à l'autre, on peut recommencer à partir de A, B, C, etc.
Donc, je vous donne un exemple de surface de référence pour votre bâti de gabarit de soudage. Habituellement, on va toujours prendre la base donc la surface du dessous de notre montage soudé. On va prendre un des côtés pour la surface B et dans l'autre direction, on va prendre un des côtés aussi pour la surface C. Pourquoi? Parce que ça se trouve être les surfaces extérieures de notre montage euh, qui vont devenir les références pour l'usinage. Donc, soit pour la commande numérique, on va venir faire les zéros machines sur ces surfaces-là, ou pour du conventionnel, ben, à ce moment-là, on va tout simplement faire notre zéro sur la base, puis on va mesurer avec les règles là, numériques, là, on va venir positionner aux bonnes distances. Donc, à partir de là, je vais être capable de positionner euh, tous les trous percés, dans le fond, ou tous les usinages que j'aurai à faire sur ma pièce vont être faits en référence avec ces surfaces-là. Donc, ça va être important pour nos tolérances géométriques qu'on ait des mesures qui vont partir de ces surfaces-là. Donc, on en voit ici, là. Donc, c'est toutes les dimensions importantes des surfaces qui sont usinées avec des tolérances. Ils vont partir de ces références-là. OK? Donc, je ne dois pas avoir une chaîne de mesures qui vont s'additionner. Ça se fait toujours, mais c'est moins bon. Donc, c'est la dernière étape que je voulais vous parler au niveau des tolérances géométriques. Donc, on va cibler les endroits où une erreur géométrique pourrait avoir des conséquences sur la précision de la pièce fabriquée ou soudée dans ce cas-là. Euh, donc, je vous donne des exemples de ce qu'on va voir le plus souvent comme tolérance géométrique pour nos montages. C'est la localisation des trous. Ça, c'est vraiment celle qu'on voit le plus souvent. Donc, délocalisation. Si vous ne vous souvenez plus comment ça fonctionne, vous pouvez toujours retourner voir dans la théorie de tolérance dimensionnelle de l'année passée. Et là, vous allez retrouver là, plus d'informations sur comment faire le tolérancement géométrique de localisation. C'est très simple. Habituellement, on va avoir le symbole de localisation, le symbole diamètre, la cote, donc le IT de la tolérance. Souvent, on va fonctionner au maximum de matière, mais pas nécessairement. Donc, ici, il y en avait un maximum de matière, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, fiez-vous pas à ça, là. Dans un cas comme celui-là, moi, j'en mettrai pas. OK? Et puis, on va avoir nos références A, B et C. Toujours trois références pour ces types de montage-là. OK? Parce que c'est un montage qui est fixé dans toutes les directions. Il n'y a pas de rotation possible. Donc, on va toujours avoir trois références. La première case de la référence A habituellement, c'est la surface la plus grande. Donc, ça va être la surface du dessous. La surface B, ça va être un côté de la pièce, du montage. Et la surface C va être l'autre côté du montage. Un autre exemple de tolérance qu'on va avoir, c'est des perpendicularités ou des parallélismes. Ça va être important parce que si j'ai deux genres de pièces différentes, donc j'en ai une ici qui est une pièce usinée, euh, on vous donne une planéité sur un côté. Donc la référence habituellement, la référence A, qui est ma première référence, ça va avoir une planéité. Pour des pièces usinées, on veut s'assurer que les deux côtés sont bien, ont une bonne planéité justement pour me permettre d'avoir une belle référence pour mesurer les autres surfaces. Donc ici, l'exemple qu'on vous donne, c'est un parallélisme par rapport à la surface A. Donc on veut que les deux surfaces soient parallèles. Et on vous donne un parallélisme qui est à 50 millièmes dans cet exemple-là. Ça correspond à la planéité qui était de l'autre côté ici. Donc j'ai comme deux surfaces planes à l'intérieur d'une zone de 50 millièmes. La distance à respecter, elle va être donnée sous forme de mesure tolérancée. Et ici, je n'ai pas de tolérance dessus, mais ça en prendrait normalement. OK, deuxième exemple de perpendicularité ou parallélisme. Sur votre montage, votre structure qui va être soudée et usinée par après, on peut avoir des surfaces d'appui importantes. Ces surfaces d'appui-là vont devenir des surfaces qui ont des perpendicularités. OK, ça va être important. Non seulement sa position en X, Y, Z est importante, mais on va avoir aussi une orientation de la surface qui est importante. Donc ici, on va lui donner une valeur de perpendicularité
qui pourrait être calculé, mais ici, je ne veux pas qu'on perde trop de temps pour faire des calculs de tolérance géométrique. Donc, on va se fier juste aux ordres de grandeur. OK? Donc, peut-être que j'en parle dans d'autres slides un peu plus loin, mais en tout cas, je vais vous le résumer tout de suite. La façon de faire, c'est que on va regarder c'est quoi l'ordre de grandeur de la précision de notre pièce. Donc, cette pièce-là ici, j'ai un ordre de grandeur sur la largeur de tolérance qui est de 29,67 à 29,65. Donc, j'ai 20 millièmes de tolérance sur cette mesure-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer d'être en bas de ça pour ma tolérance de perpendicularité. OK, pour que ça aille vite, là, on va juste se dire, j'ai une mesure qui a 20 millièmes de précision. Je vais mettre ma tolérance de perpendicularité 2 fois plus petite. OK, pour être sûr que ce soit suffisamment précis sur l'orientation pour avoir une belle mesure au niveau de la largeur. Donc, c'est une façon rapide là, de régler le cas pour ça. Plus tard, on fera des calculs plus avancés pour ça, mais pour l'instant, je veux qu'on se concentre plus sur l'utilisation des symboles et le positionnement sur nos dessins, plus que pour les calculs. Ensuite, d'autres exemples qu'on va avoir, c'est la coaxialité des pivots ou des arbres. Donc, ça se peut que vous ayez des pièces en rotation, pas pour le premier projet, mais pour le deuxième projet. Et à ce moment-là, nécessairement, je vais avoir de la coaxialité ou du battement. Donc, on se souvient un peu du battement. Le battement, c'est un symbole qui ressemble un peu à ça, là. OK, donc, quand vous avez une pièce qui est en rotation, cette pièce-là est fixe dans le montage, probablement. Euh, donc, parce que j'ai une coaxialité. Si la pièce est en rotation, habituellement, on aime mieux mettre une tolérance de battement. Encore une fois, au niveau des chiffres, pour le premier projet, c'est moins important. Pour le deuxième projet, il faudra prendre le temps de faire des calculs avec les jeux minimum. Donc, on fait l'équation générale. Là. Donc, la somme des jeux minimum est égale à la somme des IT des tolérances. Pardon. Et ça va nous permettre de calculer la valeur de coaxialité. Donc, je vous l'explique un peu plus ici. Dans le fond, c'est très, très résumé. Si vous voulez plus de détails, il faudra aller dans les notes de cours de tolérance géométrique. L'équation de base, je viens de vous en parler. Donc, c'est la somme des IT qui est égale à la somme des jeux minimum. On va souvent travailler avec des goupilles dans les projets de positionnement pour les gabarits. À ce moment-là, vous avez un exemple sur ce type de montage-là qui est à la page 100 de vos notes de tolérance. Donc, on va choisir, dans le fond, le bon modèle d'équation. Dans ce cas-là, cet exemple-là, c'est T1 plus T2 va être égal à jeu minimum du premier assemblage par rapport au jeu minimum du deuxième assemblage. Donc, on le voit ici, là, la première portion, j'aurai un J minimum pour celle-là et un jeu minimum pour celle-là ici. Pardon. Souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'il va y avoir du serrage sur une des deux portions. Donc, on se souvient que lorsque j'ai du serrage, la valeur est toujours de 0. Okay, donc, on n'aura pas une valeur négative. À ce moment-là, on remet ça à 0. Donc, le résultat de ça, vous allez me le mettre sur les dessins. Donc, les T1, T2, c'est les valeurs qu'on va calculer ici, qui vont être distribuées sur chacune des pièces. Ici, c'est une localisation que j'ai parce que j'avais des alaisages avec des goupilles. Il y a d'autres exemples dans votre livre aussi, là, dans vos notes de cours de tolérance. Donc, ce sera de prendre le temps de regarder vraiment tous les exemples qu'on a. Et pour le premier projet, les calculs ne sont pas à faire. OK. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je ne trouve pas un modèle semblable? Ben, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, donc, on va se servir de la logique et puis on va faire une estimation de la valeur qui semble être une valeur correcte pour avoir un bon ordre de grandeur au niveau de nos tolérances dimensionnelles. Ce n'est pas toujours évident, surtout si je n'ai pas une cote qui est de type contenant-contenu. OK? Donc, une mesure contenant-contenu, c'est par exemple un diamètre intérieur. Donc, ça, c'est une mesure de type contenant-contenu. Si j'ai une largeur de pièce
c'est de type contenant-contenu, mais il va y arriver, comme dans l'exemple qui est ici, que donc la position de cette pièce-là en largeur, c'est pas une dimension qui est précise. Comme par exemple, si j'ai une dimension à 129,17, cette dimension-là est au millimètre près. Donc, j'ai pas beaucoup de précision sur la largeur, sur la position, c'est-à-dire. Euh, donc, pour être sûr d'avoir un ordre de grandeur qui est correct, je vais me fier aussi sur la valeur de la largeur de ma pièce. Donc, pour avoir une position qui est logique en termes de position euh, par rapport à la précision de la pièce, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le IT de cette mesure-là. Ok, donc, on le voit ici. Le IT de la cote, c'est 29,67 moins 29,65 dans mon exemple. Ça me donnait 20 millièmes de millimètre. Et puis, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par 2 pour être sûr d'être assez précis au niveau du positionnement de la pièce. Donc, ça va me donner une perpendicularité qui est à 10 millièmes. On le voit ici. Donc, c'est vraiment la logique dans un cas comme celui-là. Maintenant, dernière chose qui est importante de mentionner, j'en ai parlé déjà. Pour le projet 1, les calculs de tolérance géométrique ne sont pas à fournir dans le rapport. Maintenant, on doit quand même mettre les symboles de tolérance géométrique sur les dessins. Moi, je vais mettre, pour la correction, je vais mettre de l'emphase sur le choix des tolérances que vous avez faites et l'utilisation des tolérances sur vos dessins. Donc, comment vous les avez placées, comment vous les avez utilisées, les références, l'utilisation des références et la façon que les symboles sont inscrits. Donc, ça va être la façon que je vais corriger pour le premier projet. Pour le deuxième projet, en plus de vérifier les dessins, l'utilisation des symboles géométriques, les calculs de tolérance géométrique vont être à fournir dans le rapport. Donc, je vais vous demander d'ajouter les symboles sur les dessins et d'y ajouter les tolérances, le bon IT qui est calculé sur les tolérances en question. Donc, tout ça va être corrigé pour le deuxième projet. Maintenant, rassurez-vous parce que le deuxième projet est moins complexe. En termes de nombre de pièces, c'est beaucoup moins complexe que le gabarit numéro 1, le projet 1, parce que l'usinage à faire est beaucoup plus, ou la pièce est beaucoup plus simple, mais chacune des pièces va être plus étudiée, va avoir plus de précision. Donc la portion de tolérance va être un petit peu plus importante, va être plus précise, je dirais, là, pour le projet numéro 2. Mais en tant que tel, ça revient pas mal au même en termes de temps, de quantité de travail, parce que le projet numéro 2, le montage est beaucoup plus simple. Donc sur ça, je vous souhaite un bon travail et puis on se voit cette semaine pour la démonstration.